L'Union économique et monétaire ouest-africaine pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur dans la sous-région. Les enseignants participent à une formation à Abidjan. 23 films en compétition et 3 villes ivoiriennes pour accueillir le concours Clap Ivoire. Ce sera du 2 au 6 septembre prochain. Enfin, un centre anti-Ebola attaqué, des malades en fuite au Libéria. Les pilleurs emportent du matériel contaminé et risquent de l'être à leur tour. Bonsoir à tous et bienvenue. L'Union économique et monétaire ouest-africaine peu satisfaite par la qualité de l'enseignement supérieur dans la sous-région. L'UEMOA, à travers le projet d'appui à l'enseignement supérieur, veut ainsi changer la donne. L'institution organise une session de formation pédagogique des enseignants du supérieur. Les travaux se déroulent à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. On fait le point avec Laetitia Manglé et Vendée et Godefroy Okambawa. Soutenu par l'Union économique et monétaire ouest-africaine, le projet pilote chargé d'appui à l'enseignement supérieur entend améliorer le système de formation et faciliter l'intégration des étudiants au sein de l'espace UEMOA. Nous espérons qu'avec l'appui des enseignants qui ne les ont pas choisis au hasard, qui les ont choisis sur la base des spécificités de chaque pays, nous allons aboutir à un pourcentage amoindri de chômage. Dans la recherche de solutions pour un enseignement de qualité, 22 filières porteuses sont recensées, notamment dans les technologies de l'information et de la communication. Durant 15 jours, plus de 200 enseignants de l'enseignement supérieur seront formés afin de permettre aux jeunes diplômés sortis fraîchement des universités de se prendre en charge à la fin de leur formation. Le projet relatif au collège de proximité s'est enfin matérialisé dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Vous le savez certainement, c'est une décision gouvernementale pour approcher davantage les élèves de leur famille et leur assurer un meilleur suivi scolaire. Le conseil régional du Tonkpi a procédé récemment à l'inauguration de 2 collèges de proximité dans la région. Les précisions de Mamadou Kouassi. Désormais, ces enfants de la sous-préfecture de Gbangbe-Guinée dans le département de Bienkouma ne vont plus effectuer le déplacement jusqu'à Man ou à Bienkouma pour poursuivre leur cursus scolaire, des localités souvent très éloignées du lieu de résidence de leurs parents, chose qui contribue au fort taux d'échec en milieu scolaire dans cette région. Grâce au conseil régional du Tonkpi, ils vont s'instruire dans le collège de la sous-préfecture, une concrétisation de la politique des collèges de proximité pour assurer une éducation de qualité et lutter efficacement contre les grossesses en milieu scolaire. Si ici, nos parents n'aiment pas beaucoup envoyer les filles à l'école, c'est parce que les quelques rares qui sont partis, beaucoup d'entre elles sont revenus avec des grossesses. Et une grossesse ici correspond à une interruption des études. L'inauguration du collège à base 3 de Gbangbe-Guinée a été l'occasion pour les cadres de saluer les efforts du président de la République Alassane Ouattara et de son gouvernement pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Parrain de la cérémonie, le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, a invité les parents à la scolarisation des enfants et surtout de la jeune fille. Il a également rassuré la population de la volonté du chef de l'État de tenir tous ses engagements. L'électrification de l'ensemble des villages de la sous-préfecture est programmée. C'est une question de jours maintenant. Les travaux vont commencer ici. D'ailleurs, je vous annonce que le logement de la sage-femme aussi est programmé et sera construit. Il est programmé la construction d'un château d'eau au niveau de Gbangbe-Guinée. Donc vous voyez les efforts qui sont en cours et ces efforts seront poursuivis. Après Gbangbe-Guinée, c'est la sous-préfecture de Poda-Guinée, dans le département de Man, qui bénéficie d'un collège à base 3, un don du conseil régional du Tonkpi. Les messages ici n'ont pas varié. Le président du conseil régional a indiqué que toutes ces sous-préfectures seront dotées de collèges. Déjà, avec ces 2 collèges de proximité, c'est un pas véritable vers la promotion de l'école à l'ouest, tel que promis par le président de la République lors de son passage dans cette partie de la Côte d'Ivoire. Comment réduire la mortalité maternelle, néonatale et infantile en Côte d'Ivoire? Question au centre d'un atelier organisé par le ministère de la Santé à l'endroit des hommes de médias les 11 et 12 août dernier. Les travaux vont aboutir à la mise en place d'un réseau de professionnels de médias pour la santé de la mère et de l'enfant. À noter que selon des chiffres publiés en 2013, la Côte d'Ivoire enregistre 614 décès
maternelle pour 100 000 naissances vivantes. La problématique de la santé mère-enfant reste une priorité majeure pour une meilleure sensibilisation en vue de réduire la mortalité mère-enfant. Raymond Goudou-Kofi, ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, entend impliquer les hommes de médias. J'accorde une option particulière, celle de la lutte contre la mortalité maternelle, néonatale et infantile, et à cela, j'en fais une de mes priorités. La communication est vraiment un des premiers éléments qui permettent justement de faire passer les actions du gouvernement et vous êtes un peu les porte-parole au niveau du monde entier sur ce que vous dites et ce que vous écrivez. Cette rencontre a été l'occasion de faire le point du sommet du G8 à Muskoka au Canada. 40 pays, dont la Côte d'Ivoire et les partenaires, ont répondu à cet appel pour la prise d'action avec des déclarations spécifiques d'engagement. La Côte d'Ivoire a bénéficié d'un financement du président français estimé à 500 millions d'euros. Des progrès ont été faits et selon les récentes données, la mortalité infanto-juvénile a considérablement baissé. On faisait le point avec Serge Coléa. Des dons pour permettre à quelques ex-combattants de s'insérer dans le tissu économique et social. L'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration a remis 60 tricycles à 60 ex-combattants du département de Bangolo, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Les détails avec Ève Boué et Laetitia Manglé-Evandé. Guy Alain Tailly et Bokeh Lucien Yoro, deux ex-combattants de la zone de Bangolo, viennent de recevoir des tricycles. Ils font partie des 60 ex-combattants bénéficiaires du projet tricycle. Cette moto va permettre de faire le transport. Je sais qu'avec cette moto, je vais faire des économies aussi pour pouvoir nourrir ma petite famille. Je suis reconnaissant à l'État. Parce qu'avant, on n'était pas comme ça. On était déversés partout. Et aujourd'hui, si l'État nous donne des engins, c'est très bien. Cette initiative est de l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration ADDR. Elle s'inscrit dans le cadre de la réintégration dans le tissu socio-économique des ex-combattants. Se prendre en charge par un métier, par une activité génératrice de revenus, telle est notre motivation pour que ces personnes ne soient plus tentées de rester des personnes en marge de la société. Les amener surtout à prendre conscience que se prendre d'abord en charge contribuera à participer au développement de leur région. Ce projet a un coût global de plus de 72 millions de francs CFA. Pour la région de l'Ouest ivoirien, sur les 64 000 combattants identifiés, 27 000 ont déjà été démobilisés. Le cinéma ouest-africain bientôt en fête. Clapivoire, le concours de courts-métrages vidéo qui met en compétition les réalisateurs issus de l'UEMOA va se tenir du 2 au 6 septembre prochain à Abidjan, Grand Bassam et Yamoussoukro. 23 films en compétition dans les catégories fiction et documentaire. Franck Quadio. Clap Ivoire 2014, le festival concours de révélation de jeunes réalisateurs est lancé. Pour cette 14e édition placée sous le signe du pardon et de la tolérance pour le rapprochement des peuples, participeront 12 pays de l'espace UEMOA. L'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire, ONACSI, maître d'œuvre, entend mettre les petits plats dans les grands. On parle beaucoup d'intégration culturelle, d'intégration sous-régionale. Il faut passer maintenant dans le concret. Et c'est pourquoi on a choisi la coproduction. C'est-à-dire le peu de moyens que les uns et les autres, quand on le met ensemble, ça devient une force incontournable, une force qui peut faire avancer les choses. Multiplication de partenariats donc matérialisés par un rapprochement avec le FESPACO du Burkina Faso et de nombreux ateliers et sous-thèmes développés entre deux projections. De quoi ravir les observateurs. Philippe Lacotte, réalisateur du RAN, sélectionné au dernier festival de Cannes, apprécie. Il y a beaucoup de jeunes que j'ai rencontrés ici, avec qui je travaille dans mon équipe, qui ont déjà participé, même s'ils n'ont pas gagné, plusieurs fois à Clapivoire. Donc je me dis que voilà, c'est quelque chose qui est important. C'est quelque chose qui permet de créer des dynamiques au niveau régional aussi. Un 14e festival Clapivoire qui coïncide avec le cinquantenaire du cinéma ivoirien. Le cinéma a créé un langage qui s'est adapté au public.
Parce qu'au début, le public ne supportait pas le découpage technique. Par exemple, on ne supportait pas qu'on montre le visage d'une personne ou bien une personne coupée à la taille. On disait que dans la vie, ce n'est pas comme ça. Mais petit à petit, le cinéma a imposé son langage. Et il faut que ceux qui veulent faire ce travail puissent s'approprier cette technique du cinéma. Clap Ivoire 2014 aura lieu du 2 au 6 septembre prochain. Ce sont 23 courts-métrages en compétition dans les genres fiction et documentaire, des courts-métrages de 13 minutes dont les projections se feront à Abidjan, mais aussi à Grand Bassam et Yamoussoukro. Boko Haram renoue avec la violence dans l'extrême nord du Cameroun. Des terroristes armés ont attaqué hier la localité de Greya, faisant 3 morts et des vivres emportés. Selon des témoins, 17 personnes seraient également prises en otage. Le Libéria recherche 17 malades d'Ebola enfuis d'un centre de soins à Monrovia, la capitale. Le site médical avait été attaqué ce week-end. Les pillards qui ont emporté du matériel contaminé risquent de l'être à leur tour. Dans ce quartier de Monrovia, une équipe spécialisée est en train de récupérer une dépouille abandonnée dans la rue. On ne sait pas si la victime était atteinte ou non par Ebola, mais les habitants dénoncent la lenteur des autorités. J'ai téléphoné aux autorités et on m'a fait des promesses. Mais jusqu'à maintenant, pendant 2 jours, le corps est resté au coin de la rue. Et personne n'a répondu à notre demande d'enlèvement. C'est n'importe quoi. À Monrovia, qui compte plus d'1 million d'habitants, c'est une course contre la montre pour tenter d'enrayer la progression du virus Ebola. Ce centre de santé vient d'être construit en partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé. Dernière désinfection, dernier préparatif avant l'arrivée des premiers patients. Il y a une 50aine de places. Ce nouveau bâtiment sera vite plein, car chaque jour dans cette ville, 30 nouveaux cas sont découverts. L'aide internationale est nécessaire pour faire face à l'augmentation du nombre de patients. Ce centre devait ouvrir aujourd'hui. Espérons qu'il ne connaîtra pas le même sort que celui du quartier de West Point. Dimanche, il a été pillé par des hommes armés. Une vingtaine de malades d'Ebola se sont enfuis et sont toujours recherchés. 8 ouvriers morts aujourd'hui dans l'effondrement d'un immeuble en construction à Johannesburg, en Afrique du Sud. On dénombre également une dizaine de blessés. Les secours indiquent que d'autres personnes pourraient encore être coincées sous les décombres. En Centrafrique, les populations toujours dans l'attente d'un nouveau gouvernement élargi, dont le retard fragilise encore un peu plus une transition. Cette situation alimente également les risques d'instabilité du pays. Encore des violences entre milices rivales en Libye. La zone autour de l'aéroport de Tripoli et certains quartiers ont été touchés. La mission des Nations Unies en Libye se dit inquiète de la détérioration de la situation. Violents combats à Tripoli. Des milices rivales s'affrontent à l'arme lourde depuis samedi. Les affrontements se déroulent notamment dans la zone autour de l'aéroport et dans des quartiers résidentiels. Ce lundi, de fortes explosions se seraient produites dans les quartiers est de la capitale libyenne. En Irak, c'est la déconfiture des djihadistes de l'organisation de l'État islamique. Les combattants kurdes, appuyés par les raids américains, ont repris le contrôle total du barrage de Mossoul. C'est une reconquête importante qu'ont effectué les Peshmerga kurdes en récupérant le barrage de Mossoul. Aux mains des combattants de l'État islamique depuis 10 jours, le plus grand barrage du pays était une véritable bombe à retardement. C'est vraiment très important de récupérer le barrage. Il est très important dans la région pour boire de l'eau, pour l'agriculture et d'autres choses. Autre point essentiel qui est encore plus important, si l'État islamique fait exploser le barrage, alors Mossoul, Bagdad et d'autres endroits auraient été très abîmés et même détruits. Dans le nord de l'Irak, aux mains de l'État islamique, les récentes avancées kurdes vers l'ouest n'auraient pu se faire sans les bombardements américains aux abords d'Erbil et de Mossoul. Durant la seule journée de dimanche, les États-Unis ont bombardé à 14 reprises les positions de l'État islamique. Autre soutien de taille, celui du Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK. La guérilla, considérée comme une organisation terroriste par de nombreux États, officie d'ordinaire majoritairement en Turquie. Une grande première puisque les combattants kurdes sont d'ordinaire divisés. Il y a peu, PKK et Peshmerga étaient encore adversaires.
En tant que femme kurde, je hais l'État islamique et ceux qui le soutiennent. C'est pourquoi nous continuerons notre combat. Nous n'avons pas peur d'être tués par les mains des militants islamistes quand nous défendrons les femmes qu'ils assassinent. En plus du soutien du PKK et des États-Unis, les Peshmerga disposent désormais des armes fournies par la France et la Grande-Bretagne. L'armée britannique a même positionné des avions de chasse à Bagdad, sans préciser si elle comptait les utiliser pour bombarder l'État islamique. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur RTI2.